somme, 2 ans après son adoption, le pacte européen sur la migration et l'asile entre en vigueur. Une réforme très attendue, qualifiée d'historique, mais qui soulève de nombreuses questions, à commencer par son application. On évoque aussi un filtrage, des procédures d'asile aux frontières, des expulsions dans des hubs retour situés dans des pays tiers. Bonjour Charlotte Boitiot. Bonjour. Alors, on a besoin de comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes journaliste à Info Migrants. Vous allez nous aider à mieux comprendre. C'est un sujet complexe, concrètement, pour s'appuyer sur la France. Comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va changer? Oui, alors avant d'y venir, il faut vraiment bien garder une chose en tête, hein, c'est que le pacte asile concerne des changements qui vont se passer aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et les seules frontières extérieures de l'Union européenne qui se trouvent en France, ce sont les aéroports internationaux, hein, comme Roissy-Charles de Gaulle ou Orly. C'est donc là que tout va se jouer. Et pour bien comprendre, je précise autre chose, tout l'intérêt du pacte asile, c'est vraiment de décourager les entrées irrégulières sur le sol européen, donc vraiment en contenant tous ces demandeurs d'asile aux frontières extérieures et en décidant de choisir de leur sort là-bas, hein, avant de les laisser entrer sur le sol européen. Donc en France, je le redis, tout va se jouer dans ces aéroports internationaux. Vous l'avez dit, les migrants, ils seront soumis à une procédure de filtrage qui, je synthétise grossièrement, vise à distinguer ceux qui ont une chance d'obtenir l'asile de ceux qui n'en ont pas et qui vont retourner être renvoyés dans leur pays d'origine. Et donc, comment va fonctionner ce filtrage? Alors, concrètement, les ressortissants de pays tiers qui vont arriver par avion à Roissy, à Orly et qui vont demander l'asile vont être bloqués dans ce qu'on appelle des zones d'attente à proximité de l'aéroport. J'insiste, ces zones d'attente, ce sont vraiment des zones un peu grises, hein, qui juridiquement ne se trouvent pas sur le sol français. Ce sont des espaces considérés comme extérieurs au territoire national. C'est dans ces zones d'attente que les migrants vont passer différents tests, hein, des tests sécuritaires, des tests d'identité. Et à l'issue de ce filtrage dans les zones d'attente, les demandeurs d'asile vont être orientés vers la procédure appropriée, hein, soit une demande d'asile classique, auquel cas ils rentrent en France, soit la fameuse demande d'asile aux frontières. Mais sur quels critères va-t-on décider qui entre et qui n'entre pas? Oui, alors déjà, c'est vraiment une grande nouveauté parce que ces zones d'attente, comme j'ai dit, on ne peut pas entrer sur le sol français. Et avant, ce n'était pas le cas, hein. Avant, les demandeurs d'asile, quand ils arrivaient par avion, pouvaient rentrer sur le sol français pour faire leur démarche. Maintenant, c'est vraiment terminé, hein. Ces demandeurs d'asile aux frontières vont rester enfermés en zone d'attente pendant l'intégralité de leur demande d'asile. Alors, vous l'avez dit, il y a des critères évoqués par le pacte pour savoir qui va patienter dans ces zones d'attente et aux frontières extérieures. Essentiellement, les demandeurs d'asile dont le taux européen de reconnaissance de l'asile est faible, c'est-à-dire inférieur à moins de 20%. En fait, la liste est très longue, hein, de ces pays dont le taux de reconnaissance de l'asile est faible. Je pense notamment à la République démocratique du Congo, à la Guinée, à l'Égypte ou encore au Gabon ou au Maroc. Si je dois encore une fois synthétiser, je dirais que moins on a de chances d'obtenir l'asile, moins on a de chances d'entrer sur le sol européen. Le pacte permet aussi d'externaliser l'asile hors de l'Union européenne. Oui, et ça c'est un autre sujet majeur. Le pacte offre la possibilité à ses États membres d'envoyer ces demandeurs d'asile dans d'autres pays qu'on appelle des pays tiers sûrs pendant toute la durée de procédure de l'asile. On n'en parle pas beaucoup en France, tout simplement parce que la France s'est déjà positionnée sur la question. Elle a décidé qu'elle refusait d'externaliser l'asile dans d'autres pays pour des raisons constitutionnelles. Mais cette question de sous-traitance de l'asile, elle pose vraiment beaucoup de questions dans d'autres pays européens. Les ONG, notamment, sont vent debout contre cette notion de pays tiers sûr et cette externalisation de l'asile. Elles craignent que les droits des demandeurs d'asile et des migrants y soient bafoués. Le pacte prévoit aussi plus de solidarité entre États face à l'arrivée des migrants. Oui. C'est problématique, hein, déjà. Oui, tout à fait. Et la France, hein, comme d'autres pays européens, donc s'engage à faire preuve de solidarité, c'est-à-dire accueillir des demandeurs d'asile sur le sol français pour décharger ce qu'on appelle les pays d'entrée, hein. Je pense notamment à la Grèce ou à l'Italie, qui, eux, sont surchargés par les demandes d'asile. Ce mécanisme de solidarité, il existait déjà, hein, mais jusqu'à présent, c'était un échec. Alors, le pacte, il va être plus flexible, hein, pour éviter de faire face à un nouvel échec. Il va permettre deux choses. Il va offrir deux choix aux États membres. Un, comme je l'ai dit, d'accueillir des demandeurs d'asile sur le sol pour décharger les pays d'entrée, ou alors d'apporter un soutien financier à ces pays qui sont, comme on le dit, sous pression migratoire.
Et enfin, cet autre point essentiel, c'est hub retour. Ça fait partie du pacte aussi. Oui, alors oui et non. En fait, le pacte asile, par définition, c'est un pacte qui ne parle que de l'asile. Mhm. Les hubs retour font partie d'un autre règlement qui s'appelle le règlement retour. Mais en fait, les deux fonctionnent ensemble. Ce sont deux textes vraiment qui fonctionnent ensemble. Les hubs retour, on en parle énormément, évidemment, parce que ce sont des centres de retour qui vont être situés aussi en dehors des frontières de l'Europe, où on pourra y envoyer des étrangers déboutés du droit d'asile et qu'on ne peut pas expulser parce que leur pays d'origine refuse de les reprendre. En fait, ces hubs retour fonctionneraient un peu comme des centres de transit. On y enverrait les personnes qu'on ne veut pas garder sur le sol européen en attendant de trouver une solution avec le pays d'origine. Il y a une liste qui circule en ce moment. On parle du Rwanda, de l'Ouganda ou encore de l'Ouzbékistan. Ce sont deux pays avec lesquels il y aurait des négociations pour ouvrir ces hubs retour. Encore une fois, je précise d'un point de vue français, la France ne s'est pas vraiment encore positionnée sur la question des hubs retour, mais jusqu'à présent, elle s'est montrée sceptique pendant toutes les négociations. Il n'est donc vraiment pas sûr que le gouvernement français souhaite y recourir.